Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le 9e épisode du podcast avec Tom Frère. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications. Tom est préparateur physique à l'AC Ajaccio, club de Ligue 2, donc la deuxième division française. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde le monde professionnel de son point de vue. Donc quel est son rôle, quelle tâche il a effectué, en gros à quoi ressemble son travail au quotidien. Et il nous explique la plus grosse différence qu'il a constatée entre les joueurs qu'il a connus dans le monde semi-pro et ceux qui côtoient aujourd'hui dans le monde professionnel. Bienvenue au cœur du jeu. C'est tout bon. Donc Tom, bienvenue au cœur du jeu. Merci John. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, les études que tu as suivies qui Ouais. t'ont mené à exercer la profession que tu exerces aujourd'hui et ton parcours professionnel dans le monde du football. Ouais, avec plaisir. Mais écoute, actuellement prépa physique du coup à l'ACA, donc avec l'équipe première donc en Ligue 2. Au niveau des Ju- études, bon, classique, petite, dis-moi tout. petite, petite parenthèse, il va y avoir des Québécois et des Canadiens qui vont écouter ça. Donc, si tu dis l'ACA en Ligue 2, on ne sait pas où on est. C'est pas du tout où on est. Alors Voilà. pour nos amis québécois, là c'est Ajaccio, donc en Corse. Ah, parfait. Donc voilà, totalement précis. Donc à l'ACA Ajaccio, qui évolue en deuxième division du coup professionnel France. OK. Donc le parcours, les études déjà relativement classiques jusqu'au niveau du bac, donc bac scientifique. Ensuite, on est parti sur une licence, STAPS. Après, je suis parti à Lyon pour faire le master, donc préparation physique, mentale et réathlétisation. Et avec le master 2 en poche, j'ai arrêté les études considérant que ça me suffisait, que maintenant il fallait faire l'expérience sur le terrain. L'expérience que j'avais déjà commencé pendant le master à travers les stages. Donc, la première année de master, j'étais éducateur, c'est Vaux-en-Velin, en U19. Donc, OK. expérience très, très formatrice, très, très enrichissant. En deuxième année de master, j'étais préparateur physique, donc en CFA, à OK. Poissy. À Poissy, qui est ma première, du coup, expérience on va dire, dans le monde semi-pro. Mhm. Parce qu'à CFA, tu commences quand même à toucher quelque chose de déjà très cohérent pour pouvoir mettre en place ce que tu veux au niveau du travail. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, hein. On m'a donné de la chance. Donc, je pense notamment à Nordine Kourichi, qui a été le premier à me faire confiance. Donc, j'ai commencé là-bas. Après, j'ai rebondi dans un club bien connu de nos amis québécois maintenant, à Jura Sud Foot. Donc, je suis resté 2 ans à Jura Sud, donc, par l'intérieur avec Pascal Moulin. Voilà, donc j'ai rencontré plein de joueurs intéressants là-bas. Après, on est parti du côté de Moulins-Isère, donc dans le centre de la France, pour Toujours en National 2, toujours en toujours en CFA. National 2. Voilà. Mais depuis, en fait, ça a évolué. J'ai commencé, ça s'appelait CFA, parce qu'à Poissy, 2015-2016, c'était la CFA. Si je dis Mhm. pas de bêtises, la première année à Jura Sud, c'était CFA. Et Aussi. c'est passé National 2 2018-2019, je Voilà. pense. Ouais. Donc après 2019-2020, j'étais au MIF, donc le Moulin Isère Foot, club issu d'une fusion entre les deux villes de l'agglo Moulin et Isère. Euh, J'étais pas parti pour partir en cours de saison, je l'avais jamais fait, mais j'ai eu une opportunité à la trêve hivernale. Donc j'avais fait une saison pleine, on était sur la deuxième saison. L'ACA, donc maintenant je vais utiliser le diminutif de Ouais. l'ACA. L'ACA avait besoin d'un préparateur physique. On a loué les contacts et ça s'est fait très rapidement, donc en 3 4 jours. Et du coup, j'ai eu la chance d'arriver dans le monde professionnel en Ligue 2. OK. Première saison arrêtée par le Covid. Malheureusement, on était bien en plus au classement, troisième, aux portes de la montée en Ligue 1. Donc malheureusement arrêté par le Covid. Après, bon, on a eu la période que tout le monde a vécu dans le foot ou chez lui, mais une période compliquée. Mhm. Une saison pleine la saison dernière, du coup. Et là, on est en plein dans la deuxième saison et demie
en Ligue 2. Ok. Voilà pour le parcours et les études. Comment tu définirais le rôle du préparateur physique? Ta définition à toi. Quelle est ta mission dans ce poste-là? De base, j'aurais dit l'objectif, c'est vraiment d'optimiser la performance. Donc la performance, tu as une partie de performance collective, celle du rendu du match, mais qui passe par une optimisation de chaque performance individuelle en fait. Ok. Parce que tu es obligé d'individualiser ton activité en fonction des joueurs. Mhm. Donc je dirais ça, la définition globale, optimiser la performance individuelle et collective. Maintenant, après, forcément, ça reste qu'une définition globale et les tâches au quotidien, c'est varié, très varié. Ok. Si tu me fais une liste, parce que je pense qu'il y en a, la liste, elle est longue quand même de tâches qu'il y a au quotidien à faire. Si tu me donnes les trois tâches les plus importantes. Ben, alors, de plus en plus, alors il y a les tâches techniques et les Mhm. tâches, comment dire, de lien avec le joueur. Ok. Mais de plus en plus, je donnerais aussi d'importance à ces tâches-là, de contact avec le joueur, de confiance, de partage, d'échange. Mhm. Euh, Parce que tu vois, globalement, je peux te dire des tâches comme quantification de la charge d'entraînement, qui pour moi est un facteur primordial. Il y a la mise en place, enfin la préparation déjà, la préparation des contenus d'entraînement, la mise en place et l'animation. Donc ça, forcément, c'est des contenus primordiaux. Mhm. Mais je pense que de plus en plus, enfin j'accroche, j'apporte en tout cas moi de plus en plus d'importance au lien que je peux avoir avec le joueur dans une relation, parce que de plus en plus, je suis persuadé qu'il faut que ça vienne un peu du joueur. Faut tendre Mhm. vers un accompagnement là-dessus. Alors après, tu prends les décisions forcément, mais voilà, de plus en plus dans l'échange. En tout cas, que, ben, écoute, c'est comme ça, on va faire ça, comme ça, tu n'as pas forcément besoin de comprendre, mais moi, je veux que tu fasses ça. Mhm. De moins en moins, je trouve ça cohérent et je pense que voilà, plus tu as l'échange avec les joueurs, parce que c'est eux qui connaissent leur corps aussi. Hein. Et Après, oui, continue, continue. ouais. Non, dis-moi, dis-moi. J'allais juste te demander quelles expériences t'ont fait réaliser ça, que c'était de plus en plus important de responsabiliser le joueur plutôt que de juste qu'il soit lui joueur, toi prépa et de lui donner les directives et qu'il exécute. Point barre. Je sais pas, mais je pense en début de carrière, c'est presque rassurant de programmer quelque chose. Hmm. Parce que toi, quand tu programmes, tu te dis, bon, je pense que c'est le meilleur. C'est le plus, enfin, quand tu fais quelque chose, tu estimes que c'est la meilleure chose à faire. C'est peut-être plus rassurant de le mettre sur le papier, te dire, bon, là, c'est carré, je sais que ça va être bien. Sur toute la semaine, ça va être comme ça va être parfait. Mhm. Et je vais faire ça. C'est rassurant parce que là, tu es dans le confort absolu. Tu penses que c'est le mieux. Maintenant, quand tu échanges avec le joueur, tu es obligé de faire preuve quand même d'adaptation et aussi d'avoir des vraies convictions pour être capable d'échanger justement. Et Ok. les convictions, tu les prends aussi par l'expérience. Donc, si tu veux, je pense que c'est juste une maturité logique, en fait, un développement logique. Euh, Bon, il y a aussi un autre truc, c'est l'âge, Ok. mon âge aussi. J'ai commencé très jeune, très très jeune en D'accord. CFA. Premier groupe de CFA, si je dis pas de bêtises, j'avais 21 ans. Donc, tu étais plus jeune que beaucoup de Et joueurs. plus jeune que tous les joueurs. Ouais. Donc, c'est très dur. Si tu te, sans parler de mettre une carapace, mais déjà, eux n'ont pas forcément envie d'échanger avec un prépa qui a 21 ans, parce que même en CFA, tu as des joueurs d'expérience qui ont connu le monde pro. Mhm. J'en avais pas mal à Poissy, qui sortaient notamment de PSG, qui avaient une vraie expérience. Alors, j'ai eu de la chance, parce que ça s'est toujours très, très bien passé avec les joueurs. Mais si tu veux, tu n'es pas dans la même posture face à ces joueurs. Tu débutes, tu es jeune, tu as 21 ans, il y en a qui ont 33, 34 ans, ils ont leur carrière qui parle pour eux. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui évolue. De plus en plus, j'arrive à un âge, alors pareil, hein, arrivé en Ligue 2, du coup, 20, 25 ou 26 ans. Donc, c'est relativement jeune, mais avec un bagage. Hmm. Et tu as affaire à des joueurs qui ont ton âge, bien en dessous pour certains, bien au-dessus pour d'autres. Mhm. Mais tu arrives quand même dans un âge où c'est facile de communiquer avec tout le monde. Et d'être Ok. légitime aussi dans ta communication, même si c'est le monde pro. Mais
je pense que c'est surtout ça, voilà. Avoir une légitimité dans ta posture avec le joueur, hein. Quand tu as 21 ans ou même quand tu as 23 ans et que tu arrives à un joueur et tu lui dis, bah, écoute, moi, je vais t'apprendre ce qu'il faut pour ta carrière, très compliqué. Un Ouais. mec à la carrière derrière lui, très compliqué. Et c'est pas du tout ma posture non plus aujourd'hui, tu vois, parce que c'est pour ça que je dis ça, c'est dans l'échange, mais par contre, avec des convictions, parce qu'après, il faut prendre les décisions. C'est pas, tu peux pas non plus donner les clés aux joueurs. Donc, c'est arriver à trouver le juste milieu. Voilà. Le meilleur compromis, même si j'aime pas trop le terme de compromis, la meilleure solution avec le joueur. Voilà. La plus adaptée avec le joueur. Et puis, des fois, tu peux pas, parce que c'est comme ça, il faut le faire. Mais en tout cas, voilà, de plus en plus, j'accorde l'importance à cette tâche-là, même si c'est pas une tâche, parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement au quotidien, en fait, hein. Quand tu passes tes journées avec les Ouais. joueurs, tu es dans l'échange. Mais donc, ce n'est pas une tâche à proprement parler, mais voilà. Donc, pour revenir à ta question, quantification de la charge d'entraînement, création, mise en place, animation des séances, mais qui se fait avec le staff, et ça, c'est primordial. Mhm. Euh, Chaque composante de l'entraînement a un impact physique. Tu peux pas te dire, écoute, il y a la partie technique, il y a la partie tactique, Tom, il va faire 10 minutes de partie physique, et bah, voilà, c'est impossible. Tu es obligé de faire la séance de A à Z. Alors, j'ai la chance aussi d'avoir quasiment toujours pu le faire dans tous les clubs, Mhm. de créer vraiment la séance avec le staff. Mais en même temps, je pense que tu ne peux pas fonctionner autrement. Enfin, pour moi, je ne vois pas comment tu pourrais fonctionner autrement. Comme ton parcours, comme dans ton parcours, tu as été dans le monde amateur et là aujourd'hui dans le monde professionnel, j'ai quand même envie d'utiliser ton parcours pour que tu puisses nous illustrer la différence. Donc, si on s'arrête juste sur les outils, est-ce que tu peux nous dire déjà, d'outils, donc ce que tu utilises pour quantifier la charge de travail, pour faire ton suivi, est-ce qu'il y a une grande différence entre le monde amateur et le monde professionnel? Tout dépend ce que tu appelles monde amateur. Parce que de plus en plus, tu vois, bah, alors moi, j'ai pas connu, enfin, je considère la CFA, la Nationale 2, comme semi-pro. Semi-pro, alors, semi-pro. Ouais, semi-pro. J'ai jamais connu le monde réellement amateur, tu vois, bon, mis à part Ouais, quand je parle amateur, je parle du semi-pro. Je parle voilà. ouais, semi-pro. Voilà, il y a quand même il y a quand même matière à travailler, tu vois, en CFA. Oui, voilà. Parce Quand que même matière à travailler. si on est dans l'amateur, limite, il n'y a pas de prépa. Donc, Et c'est pour ça, voilà, c'est ouais, pour ça que je te ouais, dis ça, parce ouais, que dans ouais. T'as l'amateur raison. aujourd'hui, que voilà, mon rôle en tant que tel, il ne peut pas exister quand tu T'as t'entraînes raison. 3 fois par semaine et il n'y C'est a pas clair. besoin. C'est clair. Mais donc, dans le monde ouais, semi-pro, alors j'ai gardé euh, les mêmes principes. Maintenant, c'est vrai que tout est optimisé en fait. Hmm. Tout est optimisé, tu as les moyens d'optimiser ça. Mais si tu veux, en fait, là, il y a un exemple qui va être marquant dans l'évolution, mais c'est aussi une évolution du fait du budget du club, en fait, hein. Euh, j'ai toujours utilisé, bon, toi tu le sais mieux que personne, le RPE et le wellness. Donc, si tu peux, si tu te rappelles, hein, Ouais, mais ouais, au ouais. bureau tous les matins avant d'arriver à l'entraînement, on va expliquer pour tout le monde. Mhm. Avant chaque entraînement, donc tu venais au bureau, tu me donnais 4 notes, une note de stress, une note de fatigue, une note de courbature et une note de sommeil Mhm. sur une échelle de 1 à 7. Donc, plus le joueur a bien dormi ou est peu fatigué, mais alors je ne suis pas du tout fatigué, je vais très bien, je mets 1, donc j'ai une fatigue très très faible. Je suis extrêmement fatigué, je mets 7. Mhm. Ça, c'était avant la séance, donc savoir dans quel état les joueurs arrivent à l'entraînement, donc de manière subjective. Et en fin de séance, il y avait le RPE. Donc à chaque fois, les joueurs venaient, une intensité de séance, donc entre 1 à 10. Est-ce que la séance était maximale, donc 10, ou très très faible, 1, ou nul, 1 d'ailleurs. Mhm. Et ça permettait déjà de quantifier la charge d'entraînement sur une charge interne, en fonction donc c'est un outil subjectif, c'est comment je me sens. Mais ça rejoint aussi ce que je te dis dans l'échange, en fait. C'est dans l'échange avec le joueur, ça part de là, en fait, hein. Comment toi tu te sens? Je pense que dans la vie quotidienne, c'est relativement rare de poser la question comment tu as dormi, comment tu te sens, est-ce que tu es stressé, ok, comment ça a été la séance. Donc, c'est déjà une amorce à la discussion, tu vois. Mhm. Donc, ça, je le faisais avec un petit fichier Excel. Vous veniez systématiquement au bureau, je venais avec un petit fichier Excel. Aujourd'hui, j'utilise exactement le même outil.
Ok. Les joueurs me répondent exactement aux mêmes questions sur exactement la même échelle, sauf qu'ils ont l'application avec des notifications. Je le reçois 1 heure avant la séance. Donc, avant que les joueurs arrivent, 1 heure avant que les joueurs arrivent, je Ah. sais exactement comment les joueurs sont. On affiche ça dans le bureau du staff sur notre télé. En fait, on a une énorme télé. On l'affiche dans le bureau du staff. Donc, tout le monde sait en amont comment sont les joueurs. Si les joueurs sont pas bien, fatigués, la première chose, c'est alerter le staff médical s'il y a besoin de faire des testings ou autre. S'il y a besoin, si on voit, parce qu'on a juste rajouté un item, l'item douleur. Donc, est-ce que tu as des douleurs ou pas? Et la Mhm. zone. S'il y a une douleur qu'on savait, on sait que c'est un coup, on sait que bon, on ne s'alerte pas. S'il y a une douleur inconnue, bizarre, on va peut-être déjà anticiper, appeler la N3 qui fasse monter un joueur. Donc, tu vois, là-dedans, déjà, tu as optimisé quelque Ouais. chose. Le Un mot, c'est outil. vraiment optimisé. Voilà, mais c'est optimisé, mais je pense qu'il faut tendre vers ça. Ça veut dire que déjà, tu n'es pas en train de courir derrière les joueurs. Tu sais une demi-heure ou 1 heure avant exactement qui et comment. Donc, est-ce que, déjà collectivement, est-ce que le groupe est fatigué? Hmm. Et en fait, ça donne un indice par rapport à la séance de la veille. Ça veut dire quel a été l'impact de la séance ou des séances de la veille. Généralement, le mardi, nous on reprend le mardi. Donc, le mardi, séance de reprise. Le mercredi, forcément, le wellness collectif est un peu plus élevé parce que tu as l'impact de la séance. Mhm. Par contre, le mercredi, on double. Donc, tu sais que le jeudi, tu vas avoir un wellness beaucoup plus élevé. Je vois. Maintenant, sur l'ensemble de la saison, parce que là, on a, pour donner un exemple, on est déjà à la 22e semaine, on va faire Mhm. 22e semaine d'entraînement. Tu sais dans quel range tu dois être pour être relativement cohérent et surtout en vendredi. C'est-à-dire que le jeudi, quand tu récupères, ça doit te permettre de perdre des points de wellness, donc que le groupe soit bien. Si demain, mon groupe, alors toi, ça ne va pas te parler aux auditeurs non plus, mais si un vendredi, donc à J-1 de match, collectivement, ils sont à 13, pour moi, c'est un drame. Ok. Je sais qu'il faut que le jeudi nous permette de retomber un vendredi, aller entre 9 et 10-5 au pire. Euh, voilà. Donc, Ok. collectivement, ça nous permet de savoir un petit peu comment on est avant les séances, déjà, et potentiellement réadapter. C'est-à-dire que, comme je te dis, si à J-1, on est à 13, à la séance, on va calmer. Par exemple, hein, c'est un Ouais, exemple, ça m'est ouais. pas arrivé cette année, mais c'est un exemple extrême. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de fatigue à J-1, c'est que tu n'as pas profité du J-2. Et voilà, ça peut être une faute derrière. Enfin, je considère ça comme une faute après dans la quantification de la charge d'entraînement. Donc, tu as ça. Le Hmm. RPE, pareil, notification après. Et tout ça, du coup, donc, tout ça, c'est la charge interne du joueur. Donc, c'est la perception. Mais après, maintenant, l'avantage à ce niveau-là, c'est qu'on a les GPS. Ok. Et souvent, en National 2, tu as quelques GPS pour l'effectif, sur certains clubs qui en ont pour tout le monde, mais tu n'as pas un suivi individuel. Hmm. Nous, on a 25 GPS, un GPS par joueur à chaque séance, que ce soit séance individuelle, séance collective. Donc, tu sais exactement chaque jour ce que le joueur fait et sur la saison intégrale. Ok. Donc, en fait, si tu veux, il y a un suivi là-dessus. Après l'entraînement, il y a un rapport, déjà un rapport individuel affiché dans le vestiaire. Bon, enfin, une feuille, hein, il y a une feuille qui récapitule toutes les données. Je l'affiche dans le vestiaire. Et après, il y a le bilan pour le staff qui met en lien, et c'est là que c'est intéressant, c'est là que tu gagnes en cohérence, en fait. La perception du joueur avec ce qu'il a réellement réalisé. C'est-à-dire que demain, Hmm. demain, tu as réalisé une séance, tu me dis, je l'ai trouvé à 7, tu vois, très dur, RPE. Et au final, en termes de 0 sprint, 0 BHSR, 0 HSR, donc HSR, c'est le range juste en dessous, c'est entre 15 et 20 km/h, Uh-huh. et 3 km dans la séance, et je sais que c'était une séance de récupération. Là, je fais le pire, enfin, le cas improbable, mais pour que tout le monde puisse comprendre. Tu as une dissonance énorme entre la perception du joueur et ce qu'il a réalisé. Et Et qu'est-ce qui se là, passe si ça arrive? eh bien justement, c'est ça qui est intéressant. Si tu as une dissonance Si tu fais une séance très très faible et que le joueur l'a perçue très très dur, et la séance très faible, tu peux la quantifier objectivement, parce que tu Oui. sais exactement ce que le joueur a réalisé. Tu peux dire que le joueur est fatigué, par exemple. Alors, il y a plusieurs cas. Et encore en pro, alors est-ce que c'est le groupe que j'ai, parce que je n'ai pas le recul encore nécessaire, mais les joueurs sont très fiables, plutôt fiables dans la cotation. Mhm. En National 2, il y a la frustration de certains qui rentraient dans les notes.
tu vois, une séance légère Ouais, qui n'a pas plu, le joueur me met 7. Bon, alors je m'alerte même pas. Je me dis, il a juste voulu me faire passer un message. La voilà. séance, ça lui a pas plu du tout. La séance était nulle. Il m'a mis 7 juste pour me le faire comprendre. Et là, je m'alerte pas. Par contre, un joueur pro qui, normalement, est censé bien coter parce qu'il a conscience que c'est pour lui, hein, tout simplement, hein. Ouais, C'est pour lui. Tu peux te dire, il est fatigué. Si la séance était faible et que la perception est élevée, il est peut-être fatigué. Donc, la première des choses, c'est aller le voir. Tu vois, c'est encore une revenir source, à un prétexte, à cet voilà, échange-là. un prétexte de discussion. Ouais, ben écoute, je suis fatigué. Bon, ben écoute, on verra demain. Si ça dure, alors là, il faut peut-être agir. Après, tu vois avec lui, de toute façon, tu vois. L'inverse, par contre, c'est intéressant. Une séance très forte, côté très Hmm, faible. Et là, c'est vers ce que je veux tendre, en fait. C'est-à-dire que le ok. joueur s'est acclimaté, c'est-à-dire que ton corps s'est adapté à la charge d'entraînement, à une Ça, c'est certaine dose d'entraînement. pour le coup, c'est un signe positif. Ah ben c'est le meilleur des signes, en fait. Ok. C'est-à-dire que tu as des signes, comme je t'ai dit, négatifs. La séance a été légère, tu le perçois comme dur. Alors, à court terme, c'est pas dramatique, ça peut arriver. Tu as des coups de moins bien, il n'y a pas de souci. Par contre, l'inverse, une séance très dure, côté très faible, c'est intéressant. Ok. C'est très intéressant parce que le joueur s'adapte, le joueur s'acclimate. Alors, le corps, il est magnifique là-dessus, hein. Le corps, quoi qu'il arrive, en augmentant progressivement la charge d'entraînement, il s'adapte. Ouais. Mais voilà, cette dissonance entre difficulté de la séance et la perception, elle est intéressante. Et des Ok. fois, tu es juste. Il n'y a pas de dissonance, hein, des fois. La séance a été dure, je l'ai perçue comme dure. Ouais. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là-dessus, tu vois, au niveau des outils, déjà, tu gagnes. Et après, je disais, ouais, juste les GPS, c'est ce qui est intéressant pour les joueurs. Parce que maintenant, tu es aussi dans une ère où tout est donné, GPS. Il y a facilement accès quand même. Mhm. Sur les matchs de très haut niveau, tout le monde voit un petit peu les GPS. Maintenant, il faut faire attention, et ça, j'ai le même discours avec les joueurs. Dans quel contexte tu as fait les courses? C'est-à-dire qu'un joueur qui. Parce qu'en fait, tu veux, nous, quand j'envoie, en fait, hein, quand j'envoie les rapports, tu as distance totale parcourue en match, celle que tu peux voir au haut niveau, hein, distance totale Mhm. parcourue en match, distance réalisée entre 15 et 20 km/h, entre 20 et 25, supérieur à 25, donc là, on va considérer que c'est du sprint. Même si dans le détail, au quotidien, dans le suivi quotidien, je cherche plus les 90% de vitesse max Mhm. et de sprint à 25, parce que tu as des joueurs où leur vitesse max est à 28. Tu ne peux Ouais. pas faire qu'ils sprintent à 25, en Ouais, fait. ouais. Voilà, donc tu es obligé d'individuer. Ça, c'est un des paramètres, tu vois, qui permet d'individualiser le travail, par exemple, et d'individualiser le suivi. Ça, par exemple, c'en est un. Nombre d'accélération, décélération et vitesse max. Et ce que je veux dire, c'est que demain, allez, on va dire un excentré qui, sur un match, va te faire 200 mètres en sprint, sur un match complet, on va dire, hein, 200 mètres en sprint, il va être content. Le match d'après, il va faire 300 mètres en sprint, il va dire, trop fort. Je suis Hmm. trop fort. Toi, tes joueurs, tu dis, oh, c'est trop bien. J'ai fait 300 mètres en Ouais, sprint. ouais. Alors, moi, en tant que prépa, je suis très content parce que c'est-à-dire qu'il y a la capacité à le faire. C'est magnifique. C'est-à-dire que ton corps est capable de le faire, le joueur est capable de répéter des efforts à haute intensité. C'est parfait, on veut tendre vers ça. Maintenant, il y a l'aspect technico-tactique et qui primera toujours. C'est-à-dire, dans quel contexte tu as fait tes sprints? Est-ce que c'est des sprints où tu vas créer des équipes chez l'adversaire, où tu vas répéter des courses profondes sur les temps de possession? Et dans ce cas, parfait. Tu vas déséquilibrer le bloc adverse, tu vas créer des espaces entre leurs lignes. C'est parfait. Pour moi, c'est des sprints positifs, enfin la distance parcours en sprint positif. Par contre, si tu t'oublies à un moment donné, tu oublies de te remettre dans ta ligne de 4 et que tu prends une accélération dans ton dos et que tu as 40 mètres à couvrir pour Ouais. aider ton Pour latéral en 2 rattraper ton contre 1. retard. Voilà, pour aider ton latéral en 2 contre 1 et que ça se répète 6 fois dans le match et que tu as fait 40 mètres, et 6 fois 4, 24, 240 Hmm. mètres en sprint, c'est bouclé, hein. Ouais. Donc, il y a le fait, tu vois, d'être capable de faire. Et pour nous, préparateurs physiques, oui, c'est presque la finalité. Mais par contre, tu peux pas, tu es dans un staff et l'objectif, c'est d'être performant. Et tu peux pas dire, il y a l'aspect physique d'un côté et Donc, technico-tactique. c'est vraiment la prépa au service du technico-tactique, comme tu dis.
Ah ouais, mais c'est que ça, mais surtout arriver à contextualiser les données. Et même nous, quand on regarde des matchs à très haut niveau, c'est arriver à contextualiser les données. Pourquoi il a fait 13 km Hmm. alors qu'il avait peut-être pas assez. Voilà, c'est quel. En fait, c'est pas forcément chercher à faire toujours plus, c'est chercher à faire bien. Pas courir Hmm. toujours vite, courir bien. En fait, c'est comment tu as couru. Être capable de le faire, c'est magnifique. Par contre, il faut que ça soit de la distance positive. Ouais. Donc, c'était un petit aparté sur les GPS, mais je pense que c'est important. Parce que quand tu regardes les données, tu as toujours envie de plus, plus, plus. Mais l'aspect technico-tactique voilà, doit primer là-dessus quand même. Non, c'est pertinent. C'est Après, pertinent. au niveau des outils pour compléter, alors tu as l'outil vidéo qui est beaucoup utilisé quand même en National 2, mais là, tu as la capacité à filmer quasiment tous tes entraînements. Hmm. Tu peux les analyser tout le temps. Tu as les vidéos de match, mais ça, c'est normal. Mais voilà, les vidéos de l'entraînement, donc tu peux revenir. Alors, ça, c'est moins mon rôle, mais ça rejoint quand même les outils en plus. Et après, tu as tous les rapports. C'est-à-dire qu'au haut niveau, en fait, tu reçois des rapports technico-tactiques ou physiques Mhm. euh, de par la LFP ou des partenaires de la LFP en fait, qui analysent les matchs. Ok. Donc, en fait, bon, je ne vais pas citer de fournisseurs, mais tu as beaucoup de fournisseurs en fait, qui offrent des prestats externes Ok. et qui t'envoient en fait, des rapports de 20 à 30 pages, que ce soit sur les données, comme je t'ai dit, techniques, tactiques et physiques. C'est-à-dire que de par la LFP, nous, on a des données physiques à chaque match, mais des bilans de 30 pages Ok. sur nous et sur l'adversaire. Donc, tu vois, c'est aussi un vrai plus dans l'analyse, en fait, puisque tu as l'analyse de match, tu as la faculté à te comparer à l'adversaire, ce que tu ne peux pas faire en National 2. Et ça, c'est un vrai plus. Tu sais exactement quelle distance parcourue en match, eux, dans toutes les intensités. Et ça, voilà, vrai, vrai plus. Et Et dernier point sur les outils, dis-moi, avant que. dis-moi. Parce que tu as les outils de la quantification de la charge d'entraînement, qui est Mhm. important, et tu as aussi les outils du travail physique. Ok. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai écart. Et c'est pour ça que je tiens à le dire avec le monde semi-pro, salle de muscu, Hmm. très complète, mais ça fait partie du travail. Tu vois, on n'est plus dans la quantification, mais c'est un vrai plus dans le travail. Salle de musculation plus que complète, donc tu peux y aller tous les jours, avant séance, après séance. Si tu veux doubler, tu y retournes, elle est à toi. Ouais. Euh, Au club, pour citer la CA, tu vois, on a un bac à sable, Ok. très grand bac à sable pour travailler dans le sable. On a une pente inclinée Ok. en synthétique, donc top. Tu as une autre salle de réathlé en dehors de la salle de muscu qui est collée au kiné. Ok. Et aussi, du coup, tu as la partie staff médical qui aide en fait à pouvoir répéter tous ces efforts parce que Hmm. le kiné à temps plein, tout simplement. Donc, en fait, là, le suivi est beaucoup plus facile et le travail est plus facile, en fait. Voilà, pour finir avec les outils, mais ça, c'est clairement des outils. Oui, oui. Non, mais ça en est. Et puis, j'allais justement te poser la question sur un autre outil que je pense que c'est toi qui l'avais ramené à Jura Sud, les protocoles individuels. Oui, Est-ce que ça compte comme un outil? c'est un outil. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours en place aujourd'hui? Oui, ouais, ouais. Après, aujourd'hui, à la seule différence avec, Alors, l'année dernière, il y avait des protocoles individuels du coup pour chaque joueur en fonction des différentes pathologies qu'il y Toujours des avait. protocoles, des protocoles de prévention. C'est ça. OK. Protocole de prévention enfin oui, protocole de prévention, j'allais dire d'avant-séance et après-séance. OK. Protocole de prévention, c'était totalement individualisé. En fait, en salle, si tu veux, on a un protocole de prévention collectif toutes les semaines OK. déjà. Et en plus de ça, ils prenaient un avant-séance pour faire leur protocole prévention indiv. Mhm. La seule différence qu'il y a avec la Nationale 2, pour ma part en tout cas, c'est que tu as des joueurs qui n'en ont pas besoin. Et dans ce cas, je OK. ne leur mets pas. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais tu as Ouais. des joueurs qui n'en ont pas besoin euh, parce qu'ils ont leur routine en fait quotidienne et ils ont cette autogestion que tu n'as pas forcément en CFA. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs. Ils Et c'est pour sont. ça qu'ils sont là depuis tant d'années.
Mais ça veut dire que moi, je ne me vois pas leur dire non, on va changer ta routine qui a fonctionné pendant 15 ans en Ligue 1, Ligue 2 pour faire ça. Non, continue comme tu fais, tu es performant, change rien. Et Tu n'es pas ça, derrière eux, ouais. hein. Pas besoin d'être derrière eux. Tu sais qu'ils vont le faire quoi qu'il arrive. Et, Donc, tu es tranquille. et toi qui as fait de la Nationale 2, je sais pas, sur un groupe je sors des chiffres aléatoires, des chiffres approximatifs, on va dire. Sur un groupe de National 2 où tu as 23 joueurs, on va dire, allez, il y en a peut-être un, deux qui sont comme ça. Ah, après, je ne peux pas généraliser parce que ça dépend des groupes. Je Je prends pense qu'il y a des- les groupes que j'ai connus à Jura Sud. C'est pas grave. Je les prends. Je te donne pas de nom, mais sur Alors, 22 joueurs, on va dire un, deux. je vais commencer par te mettre en difficulté, toi. Toi, tu dirais combien sur tes 4 ans? Il y en a Bah, combien? je dirais exactement ça. D'accord. Je dirais un, voire deux, qui sont dans cette optique-là où ils sont assez professionnels pour avoir leur protocole. Et là, moi, ma question, c'est, bah, du coup, maintenant que tu es passé dans le monde pro, est-ce il y a vraiment une grosse différence? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup Ah plus de joueurs qui sont… ouais, ouais, c'est flagrant. OK. C'est flagrant, en fait, quand tu rentres dans la salle, enfin, collé au vestiaire avant les matchs, en fait. Tu as, des joueurs, hein, bien sûr, qui prennent le café parce que c'est leur moment, tu vois. Mhm. Mais par contre, quand avances un petit peu, ils sont tous en train de faire des routines déjà. Euh, alors après, tu as aussi Avant séance, avant après séance, ouais. séance. Avant séance, après séance pour certains. Après séance, c'est souvent les soins parce que, comme je t'ai dit, tu as Oui. les kinés. Donc après, il y a aussi ça qui diffère. Ça veut dire que tout est fait pour. C'est-à-dire qu'avant les séances, les kinés, déjà, ils t'aident à te préparer aussi dans la séance. La salle est collée à eux. Donc forcément, c'est plus facile aussi de faire. Mais ce que je veux dire, c'est quoi sur la proportion? Alors, pareil, je ne pourrais pas te donner de chiffres, mais sur la proportion, c'est jour et la nuit. Jour et OK. la nuit. C'est-à-dire que ce serait plus l'inverse de joueurs qui ne se prennent pas en main, entre guillemets. Et ceux qui n'ont pas la capacité à avoir leur propre routine, souvent, justement, ils viennent te voir. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, En fait, c'est là la vraie différence pour moi. Alors, encore une fois, il ne faut pas généraliser, hein, parce que j'ai connu des mecs archi pro. On en a connu aussi oui. ensemble. Mais Euh, après je pense on va pas se cacher. Les mecs qui sont au haut niveau, parce que nous, quand on est dans les divisions inférieures, on aime bien dire oui, il y a une partie de chance, il y a des gens qui sont en haut qui méritent pas. Mais la plupart des mecs qui sont au haut niveau, ils sont là pour une raison. mais j'en suis de plus en plus convaincu. Le professionnalisme, Ah et ouais. moi, c'est quelque chose que mon frère m'a répété toute ma vie et que j'ai jamais voulu écouter. Euh, Tu es professionnel avant d'avoir le statut, avant d'avoir C'est exactement ça. le contrat. Et je pense que C'est ces mecs-là, je te crois sur parole quand tu me dis que c'est le jour et la nuit entre les mecs que vous avez en Ligue 2 versus les mecs qui Là, sont juste dans le sur ce monde point-là, semi-pro. c'est exactement ça. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hmm. Alors, il y a peut-être une part de chance au début, ou du moins pour y accéder. Par Oui, contre, quand tu y restes, voilà. c'est pas du hasard. Il n'y a pas du tout de hasard là-dedans. Alors, je ne te dis pas que tout est rose non plus au quotidien, mais là-dessus, c'est une différence énorme. Donc C'est-à-dire que vraiment le rapport que le joueur a avec la préparation physique, il est différent dans le monde professionnel. mais ouais, clairement, mais même le rapport qu'a je ne veux pas dire au ballon, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de N2 qui ont un rapport au ballon. Enfin, c'est votre vie. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les ateliers techniques, tu vois, je vais te dire une bêtise par deux, quelque chose du plus basique, hein, contrôle passe, tu sens une exigence, une concentration que tu n'as pas forcément chez tout le monde. Et encore une fois, ça m'embête. Enfin, j'ai vraiment pas envie de généraliser parce que Non, mais j'ai connu des mecs super pros, super appliqués sur tout ce qu'ils faisaient en National 2. Mais globalement, tu sens qu'en fait, c'est pas le rapport à Alors, il y a le rapport à la prépa, ça c'est une certitude, mais parce qu'ils ont conscience je dis ça parce que c'est le thème, voilà, mais ce que je comme dis, tu ça, prépares. ils en ont conscience que c'est une arme et maintenant c'est obligatoire. Mais le rapport au travail, en fait, je pense que Hmm. c'est ça. C'est-à-dire que, après, tout, encore une fois, tout est optimisé pour.
Tout est optimisé pour travailler, tout est optimisé pour que le joueur se sente bien et performant. Mais après, il y a la tête aussi. C'est-à-dire qu'il faut rester concentré tout le temps. Il y a toujours l'envie de gagner, mais pas n'importe comment. Parce que des fois, tu as l'envie de gagner juste pour envie de gagner. Mais je te parle en entraînement, hein. Mhm. L'envie de bien faire, tu vois. L'envie de bien faire, l'exigence que tu dois avoir. En tout cas, moi, alors est-ce que c'est encore une fois, je ne peux même pas généraliser avec la Ligue 2. Moi, c'est le groupe que j'ai connu. J'ai connu Oui. qu'un groupe qui a évolué au fur et à mesure de ces 2 années. Mais en tout cas, moi, la première expérience que j'ai du monde professionnel, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Non, mais c'est bon Pas d'entendre de ça et de hasard. savoir que c'est pas que le cliché. Parce que c'est souvent le cliché, oui, le monde professionnel, les mecs, ils sont carrés, même sur des exercices de passe. Nous, souvent, on se dit, OK, c'est cool. Mm. Mais, mais d'entendre que c'est la réalité. Après, les débats qu'il y a souvent, c'est OK, mais ces mecs-là sont appliqués, ils sont concentrés, ils sont professionnels parce qu'il y a tout ça autour. C'est plus facile être professionnel, être carré quand tu as le kiné, quand tu as la salle, quand tu as tout ça. Ce qui s'entend, mais je crois qu'il y a quand même. Ouais, Mais je là-dessus, sais comme pas je si te c'est dis, totalement vrai. je pense que comme tout, hein, il y a un contexte. Il y a un contexte favorable à. Hmm, Mais tu peux avoir un contexte favorable à et pas prendre ta chance là-dedans, tu vois, de ne pas clairement, t'exprimer. clairement. Je pense qu'il faut une part des deux. Demain, tu n'as pas le contexte. Oui, c'est dur. Tu t'entraînes sur synthé. Oui, c'est dur d'être pro. Enfin, Hmm. d'agir comme un pro. Mais par contre, celui qui a été dans le dur sur synthé à Jura Sud par moins 7 degrés et qui est resté pro et qui est resté professionnel dans son approche au travail, ça commence là. Et c'est Ouais. là que tu vois les différences, justement. Parce que quand tu as le contexte, justement, celui qui est déviant, entre guillemets déviant, c'est celui qui ne met pas l'application nécessaire. Hmm. Et parfois, j'ai l'impression que des fois, le déviant, c'est l'inverse dans les clubs un peu plus bas. Tu vois, le déviant, c'est celui qui veut toujours bien faire, toujours au taquet. Clairement. Et, et ça, c'est quelque chose qui marque, en plus de l'intensité qu'il y a aux entraînements. Parce qu'il y a une vraie différence pour avoir fait les deux. Alors maintenant, je me suis habitué à cette intensité, mais les premiers entraînements, c'était Ouais. ouais, dans les concerts, dans les trucs. Alors tu vas me dire, oui, techniquement, c'est au-dessus, tout ça. Mais encore une fois, il y a Tout. une part de concentration, il y a une part d'application, il y a une volonté de bien faire. Et je pense que ça, et c'est en ça que c'est intéressant pour tes auditeurs surtout, c'est que, comme tu as dit, tu n'as pas besoin du contrat pour être professionnel dans le Hmm. travail. Tu n'as pas besoin du contrat pour agir comme un pro. Et c'est tout simplement ça qu'il faut se dire. C'est quel que soit le niveau dans lequel je suis, si je ne suis pas déjà professionnel dans ma tête, comment je vais agir quand j'y serai? C'est pas un contrat qui fera changer. Alors oui, ça change ta vie, mais tu peux pas changer du tout au tout, C'est toi. clair. C'est clair. Il Ça, faut, c'est faut se clair. préparer à ça. Il faut être prêt aussi, hein. Parce qu'il y en a qui signent et qui sont pas prêts à ça. Hmm. Et ça ne dure pas. Parce qu'y arriver encore, je te dis, tu peux y arriver, je pense. Tout le monde peut toucher, entre guillemets, hein, sous réserve d'avoir les qualités Oui. pour. Par Y contre, rester, pour y rester, c'est autre chose. c'est un autre problème. Ah oui, c'est autre chose. Ah, ben, pendant qu'on y est alors, on parle de professionnalisme, on parle des différences dans l'exigence que les joueurs ont, euh, la différence d'exigence que les joueurs ont quand ils sont dans les championnats semi-professionnels versus les championnats professionnels. Est-ce que ça a été la même chose pour toi? Donc, est-ce que ton niveau d'exigence, est-ce que tu as dû passer un cap quand tu es passé dans le monde professionnel? Est-ce que tu as dû faire plus attention encore aux détails? Est-ce que ou tu étais déjà pro et du coup, tu étais comme un poisson dans l'eau? Alors, ouais, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais pas du tout en fait. C'est-à-dire que ouais, j'ai fait l'inverse. J'ai fait ce que je viens de conseiller si tu veux, à tes auditeurs. Après, encore une fois, tu l'as en toi ou tu ne l'as pas. Mhm. Euh, mais si tu veux, je ne vais pas dire que j'ai travaillé de la même manière à Jura Sud que là, mais presque. En tout cas, alors pas de la même manière, mais avec la même détermination, Mhm. la même application et la même implication. C'est-à-dire que j'ai toujours été déterminé à bien faire là où je suis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis justement de passer le cap. Et Et limite, là, surtout, les moyens te permettent de mieux t'exprimer.
De travailler plus facilement, limite. Mais surtout, c'est ce que j'allais dire, surtout de me sentir prêt, en fait. C'est-à-dire que bon, la transition entre le monde semi-pro et le monde pro, ça s'est fait en 3-4 jours. J'ai reçu un premier appel, j'ai reçu un deuxième appel. Le lendemain, j'ai appelé mon coach et le prez, et puis je suis parti, je n'ai même pas déménagé, tu vois, je suis parti 4 jours Ouais. après. Mais à aucun moment, je me suis dit, je suis pas prêt. Et je pense que c'est assez paradoxal, enfin, assez paradoxal, ou pas par rapport à ce que j'ai mis en place. Ça aurait pu, encore une fois, ne jamais m'arriver, C'est ça. plutôt une suite logique que paradoxale. Ouais, mais je pense que c'est une suite logique, mais il y a une part de chance. Tu vois, tu peux être déterminé à bien faire le boulot où tu es et ne pas être appelé en pro et faire ta carrière comme ça. C'est clair. Et ça n'aurait pas été, alors, dramatique. Je n'aurais pas atteint des objectifs que j'avais, ça c'est sûr. Mais par contre, j'aurais gardé cette même envie de bien faire. Si tu veux. Moi, ma priorité, quoi qu'il arrive, c'est bien faire le travail où je suis et me donner à 100%. Après, moi, le foot prend une part quotidienne à ma vie et prend quasiment toutes mes journées. Mais c'était déjà la vérité à Jura Sud. Je passais ma vie au stade. À Moulins-Isère, c'était exactement pareil. Je passais ma vie au stade. À Poissy, j'étais le premier arrivé. Alors que j'étais en stage, j'étais le premier arrivé. Ça a toujours été ça qui m'a guidé. Et c'est en partie, je pense, qui m'a permis d'aller en pro, mais en gardant en tête le facteur chance énorme. Mais c'est surtout ce qui m'a permis de me sentir prêt en arrivant en pro. Et c'est surtout ça qui est le plus important en fait. C'est que je n'ai pas eu de pression particulière à arriver en pro et je pense que et je continue sur la même lancée. Hein. Ce qui se passera après, c'est, j'ai envie de dire, du moment que moi alors c'est pas content de moi, mais du moment que j'ai l'impression d'avoir tout donné, après ce qui se passe derrière, si tu veux, bon, après il y a une part d'aléatoire, il y a une part de chance. Ouais, C'est moi ça. j'avais un coach à Montréal, ça m'a marqué, mais il disait que lui ne croyait pas à la chance, il croyait au moment. Et plus j'avance et plus je me dis, il y a quelque chose quand même derrière ça. Il disait que une carrière, ça se joue sur l'objectif, c'est d'emmener les joueurs à être prêts pour que quand le moment arrive, bah, qu'ils ne ratent pas le coche. Que ce n'est pas une Ah, question de c'est clair. chance, c'est tu te Ouais. prépares pendant 10 ans pour un match de détection, pour un entraînement où il faut être bon, pour une opposition où tu dois être bon. Et là, bah, tu as eu ton moment, tu étais prêt pour ce moment-là. Donc, je sais, la chance, oui, parce que c'est peut-être un peu aléatoire la manière dont ça s'est fait, mais réussir à ne pas rater le coche, ça n'a pas grand-chose à voir avec la chance. Non, non, après, pour un joueur, tu vois, je suis totalement d'accord avec ça. Hmm. Pour un prépa, c'est différent. C'est-à-dire que prépa, tu ne te mets pas en avant via des performances, en fait. Hmm. Euh, Par contre, comme tu dis, ne pas rater le coche, ça veut dire que prépa, tu peux rester, entre guillemets, dans l'ombre quasiment toute ta carrière en Voilà. ayant donné le maximum Mhm. que tu puisses donner. Et encore une fois, j'aurais été en paix avec moi-même. Tu vois, si je sais que je donne le maximum, qu'on ne peut pas me dire, ouais, mais il ne travaille pas assez, ou Ouais, voilà, moi, ma volonté, je ne serai jamais le meilleur, je pense. Par contre, qu'on ne dise pas que je ne travaille pas. voilà. C'est le seul truc. Maintenant, voilà, prépa, je te dis, ça se trouve, j'aurais fait toute ma carrière comme ça. Et en soi, voilà, comme je te dis, j'aurais été en harmonie parce que j'aurais fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire Hmm. travailler au quotidien là où je suis. Et voilà, et c'est en mission hein, pour moi. Hein. Chaque club, c'est une mission. Et voilà, faire la mission. Après, par contre, pas rater le coche. C'est-à-dire que j'ai été prêt. Maintenant, pour moi, c'est pas du tout, tu vois, je travaille au quotidien, mais pour moi, c'est pas une finalité en soi. Là, le plus Hmm. dur, il va arriver. C'est comme pour les joueurs, c'est-à-dire que tu peux arriver en pro, il faut y rester. C'est Il faut y clair. rester. Et ça passe que par le travail et par une part, malheureusement aussi, ou heureusement aussi, hein, parce que de chance plus que pour un joueur. Parce qu'un joueur, à un moment donné, quand tu répètes les performances, je pense que tu peux, avec toutes les structures, les vidéos, tout ce qui est mis en place, je pense que tu ne peux pas passer à travers. Ouais. Je pense que ça va de moins en moins arriver. Un joueur qui passe à travers le monde pro, s'il mérite le monde pro, à court ou moyen terme, normalement, il y Ouais. va. Ouais. Parce que Ouais. la performance maintenant, tout le monde voit tout le monde. Hein, je pense que... Ouais, c'est Donc, c'est clair. en ça que je disais une part de chance. Voilà, pour un prépa, c'est Ouais. quand même différent. Tu t'adresses à un jeune joueur Ouais.
qui n'a pas la bonne habitude, il n'a pas ce professionnalisme-là par rapport à la préparation physique. Donc, tout ce qui est prépa, il s'y intéresse pas trop, il connaît pas trop, ça lui dit pas grand-chose. Si tu pouvais me donner 3 habitudes à développer en termes de prépa physique. Oh, c'est compliqué cette affaire. Alors, ça dépend ce que tu englobes dans prépa physique. Parce que est-ce que tu englobes l'hygiène de vie ou pas déjà? Parce que le premier qui Oui, vient en tête, déjà, tu vois, c'est l'aspect sommeil, déjà, pour déjà être capable de donner ton maximum à l'entraînement. Parce que si tu arrives déjà fatigué, en plus jeune, que ce soit centre de formation ou pas, à l'école, t'as raison, ça rentre dedans, mais je pensais à quelque chose qui se fait sur le lieu de travail, on va dire. sur le lieu de travail, Qui, ok, on va qui, qui, passer voilà, ce premier voilà. conseil, ce serait Parce ça, par que contre. nutrition, alimentation, ouais, alimentation, sommeil, hydratation, primordial. Super important, ça c'est clair. Eh oui, mais sommeil, ouais, voilà. Sommeil, je te disais ça aussi, ouais, mais tout, hein, tout est lié, Ouais. mais pour pouvoir t'exprimer justement au maximum sur le terrain et justement développer des choses, des qualités, Hmm. des qualités. Non, après, ça Attends, dépend. parenthèse. Dans ce cas-là, développe alors. Tu étais en train de me dire que le sommeil passe juste pour être arrivé et être en forme, mais même pour bonifier le travail qui est fait. Et pour un tout, ça veut dire que c'est vrai que quand tu arrives en forme, déjà, quand tu n'arrives pas fatigué, tu peux exprimer vraiment ton potentiel à fond sur le Mhm. terrain. Mhm. Donc, tu sais que tu vas forcément faire les choses mieux que tu le ferais si tu étais fatigué. Mhm. Donc déjà, ça, c'est un point positif. De deux, tu vas mieux récupérer et optimiser le travail que tu as fait. OK. Donc, en plus de te préparer bien au travail qui va suivre, tu vas optimiser le travail de la veille. En plus, bon, il y a tout l'aspect cognitif, émotionnel Mhm. lié au sommeil qui fera qu'à un moment donné, tu seras beaucoup plus disponible et beaucoup plus à l'écoute. Donc tout ça, je pense que voilà, pour moi, c'est un des prérequis quand même alors oui, tu as dit, hein, nutrition, alimentation, tout ça, c'est des prérequis pour pouvoir quand même s'exprimer. Mais pour toi, Euh, sommeil, c'est quand même le plus important. c'est dur à dire. Enfin, si tu dors bien et que tu manges Oui. vraiment Ouais. salement tous les Ouais. jours. euh, Elle est peut-être mal tournée, la mais, question, ouais. mais après, avec une alimentation, si tu veux, comment dire, cohérente, Voilà. en étant jeune, si tu as déjà une alimentation, une hydratation cohérente, ma priorité, c'est le sommeil. OK. Maintenant, oui, si tu habites tout seul, que tu as 16 ans et que tu manges n'importe comment, oui, ça va devenir OK. problématique. Mais Oui. si tu n'as pas de problème, parce que oui, après, voilà, si tu as, pas, si t'as une alimentation, oui, c'est important aussi. Là, oui, c'est important. Oui, oui. Compliqué d'hierarchiser tout ça, hein, de toute façon, hein, tout est imbriqué. Hein. Ouais, j'essaie juste de synthétiser, mais tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Donc, Après, non, si on prend quelque chose qui se fait sur le lieu de travail, ton jeune, il fait quoi? Il est en centre de formation ou il est à l'école? euh, mon jeune, il est en National 2. Ouais. Il est soit en centre de formation, soit en National 2, mais disons qu'il a du temps. Hein. Il est pas à l'école et puis il doit aller aux entraînements. Il a beaucoup de temps devant lui. Mais tout ce qu'il fait, lui, c'est se pointer à l'entraînement, taper dans le ballon, rentrer chez lui. Ouais. C'est à ça que, et le travail physique se résume à faire un peu du travail avec les élastiques 5 minutes avant la séance. Voilà, c'est tout. Non, mais le premier conseil, déjà, ce serait, parce que c'est pour ça que je demandais le niveau. Est-ce que tu as des personnes référentes au club ou pas? Oui, tu en as, là, en l'occurrence. Voilà. Premier point, parce qu'après, encore une fois, tout est contexte. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas arriver et dire il faut faire ça, 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 ça. Mhm. Je suis persuadé que ça dépend de chaque joueur. Chaque joueur a des besoins différents. Par contre, le premier truc, c'est se prendre en main. OK. Et pour se prendre en main, souvent, il faut de l'aide quand tu n'as pas, quand t'as pas ni l'expérience, ni les ressources Mhm. pour. Parce qu'à un moment donné, si tu es jeune, c'est pas un drame de ne pas avoir d'expérience, c'est juste la logique. Par contre, ça ne t'empêche pas d'aller chercher des ressources ailleurs. Et je pense que les ressources, elles peuvent être dans le staff. Donc déjà, tu as le préparateur physique, tu as l'entraîneur adjoint qui peut déjà, qui doit aider
tu vois, mettre en place des routines, parce que c'est une histoire de routine hein, souvent. Hein. Donc, Mhm. mettre en place des routines pour le joueur. Et je pense aussi à autre chose, c'est trouver des personnes ressources dans l'effectif chez les plus vieux. Parce que ça, vous avez Ok. un rôle aussi primordial à jouer. Et je m'en rends compte aussi, tu vois, parce que bon, côté staff, tu t'en rends compte aussi. Euh, Quand tu as un message côté staff, alors bien sûr, il est écouté, il est réalisé, mais pour que ça ait totalement du sens, je pense que l'apport des anciens dans un vestiaire, c'est primordial. C'est-à-dire Hmm. que ça doit aller dans ce sens-là, ça doit être dans l'échange, dans la transmission en fait d'expérience. Parce que ancien, tu as la chance d'avoir l'expérience. Et je pense que là-dedans, dans l'échange, vous avez un rôle primordial à jouer avec ces jeunes-là, justement, dans l'attitude, dans tout ça. Et de plus en plus, je crois à ça aussi, parce que tu peux pas, tu peux pas tout faire côté staff, tu vois, tu peux faire beaucoup de choses, mais un joueur déjà qui se prend pas en main naturellement, donc tu vas lui proposer des choses, mais tu sais qu'à terme, je vais pas dire c'est voie à l'échec, mais presque, parce qu'il va le faire un mois. Le mois d'après, ce sera passé à la trappe. Ouais. Et toi, tu n'as pas envie, tu vas te dire, eh ben, c'est bon, c'est pas grave, c'est pour lui. Moi, j'ai fait mon boulot, il veut pas le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne vais pas le prendre par la main tous les matins pour y aller. Par contre, le rôle du vestiaire, pour moi, il est là aussi. Hmm. C'est-à-dire que toi, tu vois le jeune qui arrive justement 5 minutes avant, euh, ouais, tu peux pas. C'est pas sérieux. Prends-toi en main. Tu veux réussir, tu veux ne serait-ce que t'imposer déjà en National 2, parce que si tu es jeune, c'est pas dit qu'ils se sont imposés en National 2, c'est pas souvent le cas. Prends-toi en main. Tu le vois une fois, deux fois, trois fois, tu lui rappelles. Mais c'est pas une manière ascendante, c'est de l'échange. Et ça, c'est le rôle des anciens aussi, parce que vous êtes écoutés normalement. Vous êtes écoutés, vous avez l'expérience pour ça. Parce que je te dis après, voilà, pour se prendre en main, il faut être déterminé. Et souvent, quand tu es déterminé, ça passe. Mais quand tu es juste motivé à court terme, et il y en a beaucoup que c'est comme ça, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, fais-moi un programme. Au bout d'un mois, le programme, il est à la poubelle. Hmm. Et ça, votre rôle, il est là aussi pour moi. Ok. Alors, je sais que j'ai pas du tout répondu à ta question, mais je pense que je m'en suis très bien sorti. C'était une manière habile de l'esquiver la question. Non, mais tu as raison sur tout ce que tu dis. Tu as raison sur tout ce que tu dis. Et puis, je pense que même la curiosité, c'est important. Même sur tous ces sujets-là, de s'intéresser parce que c'est quelque chose, on va dire, moi, culturellement, c'est vrai qu'en Amérique du Nord, on aime bien la muscu, tout ça. Donc, ça a un peu piqué ma curiosité déjà, mais notre corps, c'est notre outil de travail. Il faut se renseigner un peu quand même, savoir les choses qui sont bonnes à faire, les choses à éviter. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures, donc j'ai aussi appris beaucoup de choses comme ça. Donc t'apprends à la dure par moment, mais aller vers son prépa, là, c'est des choses que je fais. Je sais qu'avec, là, c'est Polo, notre préparateur physique. Je sais que plutôt dans la saison, sur mes ischios, là, je sens que j'aurais besoin de faire un travail de prévention. Bah, il m'a fait un programme et puis c'est des choses que tu mets en place. Donc oui, tu n'as pas répondu à la question, mais tu as raison. Mais par contre, je veux juste rebondir sur ce que rebondir sur ce que tu as dit, par contre, sur le fait de comprendre. Et ça, je pense que c'est primordial. Hmm. C'est-à-dire que faire pour faire, c'est bien, mais comprendre pourquoi tu fais ça à tel moment, euh, pourquoi sur ce muscle, pourquoi comme ça, je pense que c'est primordial et dans l'approche, c'est totalement différent. Quand tu donnes un sens à ce que tu fais, je pense que voilà, là, ça te permet de faire des choses intéressantes à moyen et Hmm. long terme. Mais il faut comprendre, comme tu dis. Et pour comprendre, il faut écouter. Et pour écouter, il faut avoir la volonté de le faire déjà. Donc, c'est déjà une approche qui est pas anodine déjà. Hein. Ouais. Être prêt à écouter, parce que quand tu es jeune, tu dis, je suis dans un groupe de N2, c'est magnifique, c'est bon, j'ai réussi. Mais être prêt à écouter, je pense que c'est déjà la première étape. C'est clair. Et bah, pour le coup, là, je te pose une question très concrète, une question qui me vient en tête comme ça. Je ne sais même pas pourquoi je pense à ça. Tu conseillerais à un joueur de s'étirer combien de temps par jour et Alors quand? là.
Ah, merci pour ta question horrible. C'est magnifique celle-là. Magnifique. Non, après, alors, étirer, je pense que tu parles des étirements passifs. Oui, Voilà. Parce qu'il faut bien expliquer, voilà, tu as des étirements que tu peux réaliser avant les séances, justement pour activer. Donc, on parle activo-dynamique ou ouais, autre. Donc, ça, on les sort, on les met hors catégorie. ouais, ouais. On parle vraiment d'étirements, qu'on va Étirement dire, passif. étirements passifs. Euh, il y a deux choses. Ce que j'ai toujours fait avec les groupes, c'est immédiatement après la séance, Ok, mais court, très court. C'est, à mon sens, pas forcément le mieux, ok, mais par contre, du coup, j'ai la certitude qu'ils l'ont tous fait. ok. Est-ce que avoir la certitude qu'ils l'ont tous fait dans un contexte qui n'est pas optimal, c'est mieux que de ne pas le faire? Tout court, Je ne sais pas, mais je pense. Parce qu'au probablement. moins, il y a deux choses. C'est les postures. Alors déjà, le fait de le faire. Déjà, le fait de le faire, tu sais que le joueur l'a fait, il s'est étiré. Est-ce que c'est le meilleur moment? Non. C'est sûr que non. Par contre, au moins, voilà, tout le monde l'a fait. Tu es là pour surveiller les postures. Tu es aussi là en apprentissage avec certains sur les postures, justement, au-delà de la correction, de l'apprentissage, l'impact de la respiration. Tout ça, voilà, c'est quelque chose. Donc, le faire après, oui, comme ça, tout le monde l'a fait. Par contre, je pense que le mieux, c'est de le faire à froid dans l'après-midi. Tu te fais une routine, 20-30 minutes, vraiment où tu as le temps, où tu es à froid, où c'est vraiment ta séance. Et que tu peux en profiter en plus pour vraiment faire une séance relaxation associée à Hmm, la respiration. Pour moi, c'est l'idéal. ok. Maintenant, je ne peux pas faire une visio tous les après-midi avec les joueurs, que ce soit N2 ou juste pour faire une séance Ouais. d'étirement. Non, non, c'est Après, clair. voilà. Après, encore une fois, le joueur fait son travail comme il le faut ou pas. Et après, tu as des joueurs qui vont faire toute la carrière, c'est quasiment, j'aime pas m'étirer. Hmm. Mais voilà, après, moi, voilà, je suis plus partisan de l'étirement, plus à froid, 20-30 minutes tranquillement, en prenant vraiment le temps, je te dis, vraiment quelque chose de détente aussi. Et bah, du coup, il me reste une dernière question, là, je pense, un peu plus pertinente. Parce que là, c'était vraiment Elle des était très questions. pertinente, celle-là, très, très Ah, elle pertinente. était pertinente? Bon, bah, parfait. Je ne pose pas que des mauvaises questions. Ma dernière question, euh, c'est une question que j'aime bien poser. Je l'ai posée j'avais fait un podcast avec mon frère qui est coach. C'est une question que je lui ai posée aussi sur son job. Mais ça serait quoi, selon toi, les aspects les plus difficiles de ton travail? Oh, c'est pas un cadeau celui-là encore, hein. Non, 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 non. C'est pas un cadeau non plus, celui-là. Ça peut vraiment aller de choses concrètes comme, je ne sais pas moi, compiler toutes les stats, c'est un truc que tu trouves difficile parce que ça te donne envie de dormir, ou les heures passées, c'est vraiment, c'est ta réponse, basé sur ton expérience. Et c'est ce que j'allais dire après, parce que je pensais, tu vois, au volume Mhm. horaire. Mais, quand tu es passionné, et je le dis pas juste pour que ça fasse beau, euh, Pour garder ton job. ouais, notamment. Non, mais je le fais pas, je dis pas ça juste pour faire beau, mais euh, si tu veux, quand tu vas au stade tous les matins et que tu y vas avec un plaisir, en fait, tu vas Hmm. au boulot avec le plaisir. Bien sûr, tu as des moments, tu as des hauts et des bas. Dans une saison, tu as, des hauts et des bas en fonction des résultats, en fonction de tout ça. Mais je ne pourrais pas te dire qu'il y a des choses difficiles au quotidien. C'est-à-dire que tu as des journées, ben, tu passes 12 heures au stade. C'est pas grave, j'aime ça. Et je te dis, et Hmm. en fait, c'est une conviction, hein, que j'ai, hein. C'est-à-dire que oui, tu as un volume horaire énorme. Tu as des phases où tu joues tous les 3 jours. Là, on a eu une phase il y a quelques temps, là, on a un mois de septembre, on a joué tous les 3 jours. Donc, on a eu un jour off en 26 jours, si je ne dis pas de bêtises. On a coupé un jour en 26 jours. Mhm. Donc, tu imagines que c'est des moments où tu travailles. Mais ce pas des moments difficiles. Pas du tout. Ok. Les moments difficiles, alors forcément, tu en as, mais que c'est plutôt lié
au résultat. C'est-à-dire que, alors, je ne crois pas forcément au résultat d'un match. Je crois beaucoup plus enfin, de plus en plus. Et c'est aussi lié à l'expérience. Tu vois, avant, en National 2, on perdait un match. J'étais dépité. Mhm. Euh, Là, j'y crois de moins en moins au one-shot d'un match. Ok, Tu vois, je crois vraiment aux séries. ok. Plus sur la dynamique, en fait. Parce que sur un Hmm. match, hein, tu peux. Alors, il y a le contenu, hein, sous réserve que le contenu soit bon. Mais, mais quand tu as le contenu et que tu perds, c'est comme ça. Par contre, sur les séries, donc ce qui est compliqué, voilà, c'est des grosses séries négatives. Là, il y a beaucoup de remises en question. Euh, Ce qui est, je pense, humain. Tu as beaucoup de remises en question personnelles. Donc, ça, c'est des moments difficiles, mais tu sais que tu vas être confronté à ça quoi qu'il arrive. Donc, c'est des moments difficiles, nuancés, parce que c'est ton Ouais. métier. C'est-à-dire qu'il faut passer outre, continuer à travailler, continuer à avoir la même rigueur, continuer à avoir un état de fraîcheur mentale pour le donner aux joueurs. Parce que si toi, justement, tu le subis, le truc, tu vas tuer tes joueurs. Hmm. Toi, tu dois être là aussi, justement, pour influer quelque chose de positif. Donc, si, forcément, les séries difficiles, mais il faut masquer que c'est difficile. Parce que c'est à toi d'impulser. Alors, à toi, au staff, hein, j'entends, Ouais, hein, au ouais. staff, aux joueurs, Ouais, ouais, mais à toi d'impulser quelque chose de positif et de rester en fraîcheur là-dessus. Même si c'est intégré au travail, tu as le joueur blessé, la blessure d'un joueur. ok. Est-ce que tu le prends comme parce que ça aussi c'est comme la défaite, comme les séries négatives, ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Euh, Après, ça me touche presque plus, alors sur des blessures, sans parler de blessures graves, mais sur des blessures qui prennent un peu de temps, ça me touche presque plus qu'une défaite parce que ça touche l'individuel. Hmm. Quand une défaite, c'est collectif, bon, c'est comme ça. On va se relever tous ensemble, il n'y a pas de souci. Maintenant, une blessure, même tu vois, qui va durer 3 4 semaines, pour un joueur, je sais que c'est dur. Et ça, c'est une part difficile, même si, encore une fois, c'est totalement intégré. Tu as beau avoir tous les moyens du monde, tu le vois dans les Oui. meilleurs clubs, hein, quoi qu'il arrive, tu auras des blessés. Donc, tu ne peux pas te remettre en question. Alors, tu peux pas. Tu te remets en question systématiquement. Ça, c'est humain, encore une Ouais. fois. Tu te remets toujours en question. Mais au fond de toi, tu sais que quoi qu'il arrive, c'est lié à ton métier. Hmm. Il y a des décisions à prendre. Des fois, c'est la bonne décision. Enfin, tu estimes que c'est la bonne décision, il y a blessure. Des fois, tu pourrais regretter quelque chose et il n'y a pas de blessure. Ouais. Inexplicable. C'est multifactoriel. Tu le sais. Ça, c'est quelque chose d'intégré. Et avec l'expérience, de plus en plus, c'est quelque chose que j'ai intégré parce que maintenant, des joueurs, j'en ai connus avec des expériences différentes. Mhm. Mais c'est vrai que c'est toujours un moment ouais, compliqué parce que ça touche l'individuel. Et quand ça touche l'individuel, c'est différent. Collectivement, voilà, on est ensemble, on est une équipe. Quand il y en a un qui se blesse, c'est dur pour lui. Et sans parler de blessures graves, mais voilà, c'est jamais plaisant en tout cas. Et donc tu le prends aussi un peu pour toi parce que le rôle veut ça, même si c'est totalement multifactoriel Ouais. et que tu n'as pas forcément de. Alors, tu as une part de responsabilité, il ne faut pas les négliger, mais voilà, tout n'est pas explicable. Mais c'est une des parties difficiles. Une des parties difficiles. Donc, je te dis, voilà, les dynamiques négatives, les blessures des joueurs. Euh, Après, le reste, c'est que du bonheur, hein. Si avec une réponse comme ça, il ne te prolonge pas de 5 ans, je sais pas. Le problème, est-ce que c'est plutôt en Corse? Je sais que c'est plutôt au Québec, mais peut-être pas en Corse, hein. Je sais pas, je vais regarder Ah, il mes faudra que tu regardes sur tes statistiques, stats. développer mon auditoire corse. Non, mais Ok. en plus, c'est sincère, hein, je te dis, c'est sincère. Non, 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 Quand tu aimes c'est... ce que tu fais, tu as des moments de haut débat comme dans la vie, mais quand tu prends plaisir tous les jours et quand tu mesures aussi la chance que tu as, faut Hmm. pas pleurer, hein. J'ai la chance d'être en pro, j'ai la chance pour moi de côtoyer tous les joueurs que j'ai côtoyés et je parle aussi de joueurs en N2, hein, parce que j'ai appris en fait de tous les joueurs. Mhm. Alors les jeunes, c'est vrai que maintenant de plus en plus, tu essayes toi de leur apprendre et de les aiguiller parce que c'est le rôle des anciens, mais c'est aussi mon rôle de faire ça. Mais j'ai appris de tous les joueurs que j'ai rencontrés, hein. Il n'y a pas un joueur qui a pas laissé de trace, en tout cas, dans ma carrière, hein. Hmm.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, il y en a peut-être un, Jordan Ayew. Ça, je vais couper ça et je vais lui envoyer.